La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine ici pour B2B, votre magazine consacré à l'entrepreneuriat et aux entrepreneurs. Aujourd'hui, qui allons-nous recevoir ? Eh bien, aujourd'hui, on reçoit un scientifique et un entrepreneur. Alors, aux yeux du grand public, il est, je pense, surtout connu pour ses années à la tête de l'EPFL, de l'an 2000 à 2016. 17 années de grandes transformations et de grand développement de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Mais notre invité est aussi, je pourrais dire, un inlassable créateur d'entreprise avec un intérêt particulier dans le domaine de la longévité, parce que vivre longtemps, c'est bien, mais vivre longtemps et en bonne santé, c'est mieux. C'est mieux, évidemment. Nous recevons Patrick Ebicher, senior partner chez MD Capital. Patrick Ebicher, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans nos studios. Est-ce que vous allez bien ? Écoutez, ça a l'air. On parlait de la longévité, du fait de vivre longtemps et en pleine santé. C'est tout à fait important et c'est une préoccupation personnelle pour vous aussi. Je viens de passer le cap des 70 ans, donc je me dis que c'est important et j'espère que la prochaine décennie sera aussi bonne que la précédente. Et là, de faire de la recherche qui peut le promouvoir m'intéresse personnellement. Évidemment. En tout cas, j'espère que vous allez passer en notre compagnie déjà les 30 prochaines minutes de manière agréable. On va commencer, si vous le voulez bien, par nous intéresser à vous, tout d'abord. Vous êtes né à Fribourg, vous êtes diplômé de médecine, bien sûr, puis ensuite vous avez étudié les neurosciences, avant de passer à l'entrepreneuriat. Ma première question, c'est médecine et entrepreneuriat font-ils bon ménage ? Et le cas échéant, est-ce que vous en êtes la démonstration ? Je ne sais pas si j'en suis la démonstration, mais je pense que c'est essentiel, c'est vital. Vous ne pouvez pas avoir de la recherche qui reste inappliquée. Je veux dire, on a la chance d'avoir, au travers des grandes institutions, un financement public. Et au fond, on se doit de former par la recherche, mais aussi de faire profiter les gens qui ont subvenu à ce type d'activité qu'est la recherche dans des institutions publiques. Donc pour moi, c'était important. Mais je l'ai vu très vite, puisque j'ai effectivement été exposé ça quand j'étais aux États-Unis. Et c'est là que j'ai créé ma première compagnie. Et quand je suis revenu, je me suis dit qu'on devait absolument faire la même chose en Europe. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de passer du chercheur, parce que c'était à moins que avant d'être chercheur, vous vouliez déjà être entrepreneur, ou bien non, ça pas s'est du fait tout, un peu pas par du hasard? tout. Je veux dire, un jour, il y a une personne qui a frappé. J'avais 29 ans, jeune professeur assistant à Brown University, puis quelqu'un rentre dans la porte puis il dit I want to do a company with you. Puis j'ai dit what? Je fais une compagnie avec moi. J'étais plus que mon chercheur et autres. Cet homme s'appelle Mark Levin. Il est devenu un des plus grands entrepreneurs américains. Il était sorti de Genentech, c'était le 7e employé de Genentech. Et quand Roche a fait une première acquisition de Genentech, il trouvait que c'était un échec pour Genentech. Et puis, il est rentré dans un grand groupe de capital risque. Et puis, il m'avait identifié pour le type de recherche que je faisais. Il m'a dit, on va faire une compagnie. Et c'est là que j'ai appris. J'ai appris par osmose. Et effectivement, 6 ans après, on faisait une entrée en bourse sur le Nasdaq. Donc, j'avais 36 ans. Puis je me suis retrouvé, alors d'un côté j'étais académique, j'étais prof, j'étais monté l'échelon, puis en même temps j'avais aussi cette compagnie. Et ça, disons que je suis tombé dans la soupe relativement petit comme prof, et ça m'a toujours resté. Et je me suis dit, il faut toujours trouver cet équilibre. Mais c'est une des missions de toute institution académique, en tout cas dans le domaine technologique, c'est de promouvoir aussi l'innovation. Alors avant d'être entrepreneur et chercheur, médecin, vous arrivez dans votre domaine familial. Votre père, c'est Émile Ebicher, dit Yoki, qui était lui-même sculpteur, vitrailliste. Est-ce que votre papa vous a laissé un goût particulier pour les arts ? J'ai toujours aimé. Ma mère, en plus, était actrice. Donc, moi, je suis né dans un monde artistique dans la basse ville de Fribourg. À l'époque, il y avait les Tinguely et autres qui étaient là. Donc, moi, je suis né malheureusement, je n'avais pas de don artistique. Alors, donc, j'ai dû faire autre chose. Donc, j'ai fait de la science, de la médecine. Mais ça a été un élément qui a été très important. Quand on a construit le Rolex Learning Center à l'EPFL, c'est un de mes plus grands moments de plaisir. C'est-à-dire que ce bâtiment que j'adore, si vous voulez, j'étais très confortable de parler avec des architectes, mais d'être aussi sur le chantier. Parce que gosse, mon père, comme il faisait aussi pas mal d'art appliqué, des vitraux et autres, il me prenait sur les chantiers, puis je me suis retrouvé. Donc, d'une certaine manière, j'ai reçu ça comme j'ai pas dû faire d'efforts. J'ai reçu le monde artistique, culturel, de par ma naissance et pour mon éducation. Puis après, je suis devenu scientifique. Puis après, j'aime toujours mettre les choses ensemble. Donc, effectivement, mettre une dimension culturelle, artistique, m'est toujours très cher.
Pourtant, dans les arts, il y a aussi ce côté recherche. On est toujours face à l'inconnu. Est-ce que ça a inspiré un peu votre travail? Oui, mais c'est deux types de recherches quand même différents. Je veux dire, nous, on est des petites fourmis qui cherchons la prochaine frontière, d'accord? Mais je dis toujours, si Einstein n'avait pas existé, on n'aurait probablement trouvé les théories de la relativité. Je dis toujours, si Mozart n'avait pas existé, je suis pas sûr qu'on aurait Don Giovanni. Donc, si vous voulez, je trouve que le côté l'art, c'est unique, d'accord? Alors, ça se met dans un contexte, mais c'est des œuvres uniques. Alors que nous sommes une activité, si vous voulez, multiple, où certaines fourmis vont plus vite que les autres. Vous parliez de votre maman tout à l'heure, d'origine irlandaise, si je ne m'abuse. Alors, quelle part de votre personnalité lui attribuez-vous, au-delà de votre prénom, hein, puisque c'est C'est quand vrai. même le saint patron? C'est le saint patron de l'Irlande, le 17 mars, effectivement. Non, tu sais, les Irlandais, c'est les méridionaux du Nord. Donc, c'est des gens, c'est très différent des Anglais. Et c'est un sens de l'humour. Bon, en plus, elle était éduquée en grande partie à Liverpool, qui est une ville, en fait, irlandaise d'émigrés irlandais. Et moi, j'ai passé une partie de mon enfance, j'avais toujours, comme j'étais assez bon en classe, ma mère avait obtenu que je puisse faire un mois par année, en fait, à Liverpool. J'allais à l'école à Liverpool, de la ville des Beatles et autres. Donc, si vous voulez, ce côté chaleureux, gai, je le dois probablement beaucoup à ma mère. Ces voyages et ce côté un peu cosmopolite que vous avez dans votre personnalité vous a amené notamment aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment ça s'est passé, votre arrivée là-bas? Mais c'était comme toujours, vous savez, on a 28, 29 ans, puis c'était à l'époque le pays là, qui nous attirait tous en tant que scientifiques, d'accord? Bon, moi, je voulais pas aller comme tout le monde, j'aime pas faire les choses que tout le monde fait, donc ils allaient tous au MIT, à Stanford et tout, puis j'ai choisi une autre université, Brown University, qui est une très très bonne université, qui fait partie des Ivy Leagues, mais qui était moins connue, comme ça, je pouvais faire quelque chose d'un petit peu différent. Je ne vais pas être le 25e postdoc d'un grand professeur du MIT, mais je pensais que dans une plus petite université où je pouvais faire un peu, mais la qualité des étudiants était remarquable, d'accord? Donc je suis arrivé là-bas comme ça, un peu naïf comme ça, mais en même temps extraordinairement émerveillé par cette capacité, the sky is the limit, comme ils disent les Américains, d'accord? On peut tout faire, pour autant que vous montriez de l'initiative. Et ça, alors qu'ici, si vous voulez, dans le système académique, un professeur assistant, c'est un professeur qui porte la serviette du grand professeur. C'était un peu ça à l'époque. Cette capacité de laisser très jeune l'indépendance, mais aussi c'est-à-dire que si vous réussissez pas, bah, vous n'allez pas être premier, vous devez quitter. Et ça, c'est quelque chose, cette méritocratie, d'accord, académique américaine, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Et pourtant, vous êtes revenu en Europe. Pourquoi? Et parce qu'à la fin, je suis très européen. À l'époque, c'était Brown, c'était à Providence, Rhode Island. Je veux dire, c'est même s'il y avait, je sais pas, 800 000 habitants, c'est un trou, quoi. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Même Boston, moi, j'étais un fou d'opéra. La et cité autres. de Calvin n'est pas non plus forcément des Voilà. plus gais. Oui, mais je trouvais qu'il manque quelque chose. Et puis, donc, quand on avait mal à l'Europe, je disais, on descendait à New York, d'accord? Parce que là, au moins, il y avait des gens dans la rue, je veux dire, il y avait de l'activité, etc. Donc, c'était cette vieille Europe que j'aime profondément, même si je les critique des fois. Je suis très européen dans mes racines, d'accord? Et c'est l'élément culturel. Alors, c'est bien si vous êtes à New York, mais si vous êtes au milieu du Nebraska, il n'y a pas grand-chose. Donc, est-ce que vous regardez même une ville comme Lausanne, comme Genève, un opéra juste à 2 pas, avec une qualité. Ah, et puis après, bon, à l'époque, c'est différent, ça a changé, mais moi, j'aime aussi beaucoup la nourriture. Malheureusement, ça se voit, mais il n'y avait pas de fromage de chèvre, il n'y avait pas de crottat, il n'y avait pas de choses. Donc, si vous voulez, je trouvais ça un petit peu fantastique au point de vue académique, mais un peu ennuyeux au point de vue vie. Pauvre culinairement parlant. Ça, c'est bien amélioré depuis, mais disons à l'époque, dans les années 80, c'était quelque chose de très différent. La mondialisation aidant, bien sûr. Alors, vous parliez de cet état d'esprit états-unien. S'il y a un personnage aujourd'hui qui l'incarne bien, c'est Elon Musk. Alors, sa compagnie Neuralink, on en parle souvent dans l'actualité, se rapproche d'une sorte de transhumanisme. Est-ce que ça résonne avec vos propres recherches? Ça résonne. Bon, moi, je me suis intéressé, effectivement, j'ai fait ma thèse dans l'électrophysiologie chez le singe à état éveillé, etc. Donc, si vous voulez, bien sûr. Et puis là, je me suis beaucoup engagé ces dernières années à aider Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine, qui ont ces travaux sur la paraplégie, où ils stimulent justement la moelle épinière. Si vous voulez, ils mettent maintenant aussi des électrodes du niveau de la surface du cerveau, du cortex, si vous voulez,
paradoxalement, forcément, Elon Musk a beaucoup de visibilité du fait, mais en fait, je trouve que ce que font ici Grégoire Courtine et Jocelyn Gluck est paradoxalement plus avancé. Maintenant, c'est très bien que quelqu'un comme Elon Musk, si vous voulez, fasse pousser cette frontière, d'accord? Les moyens qu'il va mettre va forcément moduler. Mais au point de vue technologique, je suis moins impressionné par ce qu'il fait dans Neuralink que ce qu'il fait dans les autres compagnies. Est-ce qu'il contribue à rendre populaires les sciences? Parce que souvent, on s'inquiète de voir les jeunes délaisser plutôt les filières scientifiques. Hein. Oui, non, il fait les deux. En fait, il fait effectivement de montrer que, de nouveau, the sky is the limit. Il n'y a pas de limite, d'accord? Puis en même temps, c'est-à-dire qu'il court, il fait ça de façon très bien, mais en même temps, quand vous rentrez dans le cerveau humain, je trouve que là, je suis peut-être, ça c'est mon côté européen, mais si vous voulez, moi, le brain hacking, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de pouvoir lire dans les pensées des autres et tout, je ne pense pas que ce soit nécessairement la chose la plus souhaitée pour notre espèce. Donc, si vous voulez, il faudra aussi, ce que j'aime, et ce qu'on a essayé de faire dans cette fondation qu'on a créée, GESDA, le Geneva Science and Diplomacy Anticipator, c'est d'anticiper ces choses, parce que là, on est en train, la science, elle arrive aux confins de ce que nous sommes. Donc, on doit aussi décider de ce qu'on veut être en tant qu'espèce. Et je pense que là, la vieille Europe a beaucoup à apporter. Vous pensez que la science est arrivée un peu à une forme de limite aujourd'hui? Pas la science, mais les choses que la science peut faire vont quand même poser des questions assez fondamentales. Est-ce que j'ai envie de lire dans les pensées de chacun, ou est-ce que j'ai envie de laisser chacun penser, de pouvoir lire dans mes pensées? Je suis pas sûr qu'en tant qu'espèce, je veux dire, c'est un progrès. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la science peut faire tellement qu'elle doit quand même anticiper et décider de façon collective jusqu'où elle veut aller dans son application. Et je pense que la science a besoin maintenant un peu de garde-fous. Et le problème, c'est que la science va tellement vite que le régulateur n'arrive pas à suivre. D'accord? C'est la raison de la création de cette fondation GESDA, c'est de pouvoir anticiper ce que la science fait de telle sorte à la cadrer. Pas la cadrer, on ne pourra jamais empêcher la curiosité humaine d'aller plus loin, mais je ne suis pas sûr qu'on doit nécessairement tout laisser en tant qu'application. Et ça, je pense qu'il doit y avoir un débat qui va au-delà des scientifiques, mais qui va dans la société. C'est-à-dire, que voulons être en tant qu'espèce? Alors, nous augmenter, oui, mais jusqu'à quel point? D'accord? Et ça, c'est des questions très fondamentales qui doivent être débattues. Il faudra peut-être que les chercheurs finissent par se limiter eux-mêmes. On aura peut-être encore le temps d'en parler. Pour terminer, concernant votre portrait personnel, vous avez 2 enfants, un garçon et une fille. Alors, votre fils, il est en sciences géographiques? Oui, c'est un chercheur polaire, d'accord, donc il travaille dans les pôles et avec lesquels on développe un très beau projet. Et votre fille est médecin? Effectivement, elle est médecin-chef de l'hôpital, un des médecins-chefs à l'hôpital de Morges. Les fruits ne sont pas tombés bien loin de l'arbre. Je dirais, les mâles dans la famille sont plutôt des chercheurs. Et alors, ma femme est cardiologue, était cardiologue, c'était la responsable de la polyclinique de Chuves. Donc, si vous voulez, les femmes sont de vrais médecins, d'accord, qui ont un très beau métier, qui appliquent. Puis nous, on était plutôt à chercher les nouvelles frontières. Alors, pour terminer, en général, on essaie toujours d'avoir un petit mot concernant l'écologie, le risque climatique, évidemment. Quel est le monde en quelques mots, que vous appelez de vos voeux pour les nouvelles générations? C'est forcément un monde qui soit plus sustainable, comme disent les anglo-saxons, d'accord? Je crois que de nouveau, non seulement on parlait avant de l'espèce en tant que telle, ce qu'on veut être comme espèce, mais sur quelle planète veut-on vivre? Et je crois que quand j'entends les Elon Musk dire qu'ils souhaitent se transporter sur une autre planète et autres, le scientifique que je suis, et j'aime toujours Michel Mayor, qui comme physicien et qui a découvert les exoplanètes, prix Nobel de physique de l'Université de Genève, dit les gens rêvaient, 20 années-lumière, on ne va pas y arriver comme ça. Donc, si vous voulez, je pense que cette nécessité de conserver notre planète, elle est fondamentale. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer en votre compagnie, Frédéric. Allons-y, Ludovic. Eh bien, au passage, entreprise. Patrick Ebichet, on l'a dit, vous avez présidé l'EPFL de l'an 2000 à 2016. Bon, on va s'intéresser plutôt à l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui, mais que vous avez aussi été. 4 entreprises créées. Cytothérapeutique, c'était en 1989. Modex Thérapeutique en 1996. Il y a aussi eu Amazentis en 2007.
porte un nouveau nom, Timeline. On va y revenir dans quelques instants. Et encore Vendria, vous avez aussi siégé dans plusieurs conseils d'administration de parfois très grandes entreprises comme Nestlé, Logitech. Vous avez aussi été chez Lonza à un moment. Et aujourd'hui, Ludovic le disait en introduction, vous êtes senior partner chez ND Capital depuis 2017. On vous écoutera aussi sur les conditions cadres de la recherche et de l'économie suisse en deuxième partie de cette section sur l'entreprise. Mais commençons par votre engagement dans le domaine de la longévité. C'est ce que j'ai dit aussi en introduction, vivre plus longtemps en bonne santé. Timeline, c'est donc l'entreprise qui a été renommée. En début 2024, elle a levé 56 millions de francs. Son but, c'est renforcer les muscles, renforcer les cellules grâce à une sorte de... Comment la présenter simplement, un complément alimentaire, on pourrait le dire comme ça? Et c'est un supplément alimentaire, c'est que c'est une molécule naturelle qui se trouve pas dans la nature, mais qui est produit par notre microbiome intestinal, c'est-à-dire par les bactéries que nous avons dans notre intestin, en fonction de ce qu'on mange et du type de bactéries qu'on a. C'est-à-dire qu'un tiers d'entre nous produisant cette molécule qu'on appelle l'urolytine, 2 tiers, vous pouvez manger autant de grenades que vous voulez, vous n'allez pas la produire, donc il faut la suppléer. Parce qu'on la trouve beaucoup dans le fruit, la grenade. Alors, dans la grenade, on ne la trouve pas la molécule directement, mais on trouve les précurseurs de la molécule qui, en fonction de votre microbiome, vont vous permettre ou pas de produire cette molécule. Et cette molécule, l'urolytine, induit ce qu'on appelle la mitophagie, c'est le renouvellement des mitochondries, qui sont les petites organelles qui produisent le fuel de nos cellules, c'est-à-dire l'énergie de nos cellules. Et avec le vieillissement, on diminue. D'accord, ces mitochondries se ratatinent et cette molécule est capable d'inverser et de reproduire de nouvelles mitochondries et donc de rendre chacune de nos cellules plus adéquate. Donc plus ça veut dire que nos cellules vont plus facilement se régénérer. Voilà. Et bien, alors on l'a testé dans le muscle. D'abord, cette molécule-là augmente la survie d'un petit modèle, un petit ver qu'on utilise pour l'étude du vieillissement qui s'appelle C. elegans, de 60%. D'accord, il augmente la survie de cet animal. Donc ça a un effet très important. Chez la souris aussi, puis ça augmente son activité musculaire. Et puis on l'a testé chez l'homme. Donc chez l'homme, la longévité, c'est long à tester, hein. mais ça augmente toute l'activité musculaire, mais aussi maintenant, ça régénère le système immunitaire. D'accord, donc c'est un effet, c'est un premier supplément qui vraiment a, si vous voulez, une base scientifique sur l'élément de longévité. Vous la prenez vous-même? Ah, bien sûr. Cette molécule, si on ne la trouve pas à l'état naturel, mais qu'elle est naturelle, vous l'avez trouvée comment? Alors, on a trouvé par la recherche parce qu'on a essayé de comprendre ce qui se passait dans cet intestin et autres. Puis on a réussi, de mon laboratoire, et surtout celui de Johan Oers à l'EPFL, on a réussi à identifier cette molécule. Donc il y a beaucoup de recherches qui a été faites derrière. Mais après, comme cette molécule est naturelle, au point de vue régulatoire, vous pouvez aller très rapidement chez l'homme. Alors que vous avez une totale nouvelle molécule, vous devez, les expériences de toxicité, les tests de toxicité sont beaucoup plus lents. Donc vous allez par le supplément et non pas par le médicament. Et puis là, on l'a mis effectivement sur le marché aux États-Unis. Il faut avoir l'autorisation de la Food and Drug Administration, ce qu'on a obtenu. L'équivalent de Swissmedic. De Swissmedic, ou voilà. Et là, maintenant, on a effectivement, si vous voulez, des revenus assez importants qui montent très rapidement. Mais c'est le début de tout un domaine, d'accord? Parce que maintenant, la biologie du vieillissement, on commence à comprendre les mécanismes. Donc, je pense qu'il y aura, derrière, il y a beaucoup de poudre de perlimpinpin dans ce genre de choses-là, puis il y a de la vraie science. Alors forcément, moi, comme scientifique, je ne peux pas vendre la poudre de perlimpinpin, mais je dois vendre quelque chose qui a une réelle base. Mais je pense que tout ce domaine-là est excitant, d'accord? Ça veut dire pour vous, l'espérance de vie aujourd'hui, on est autour des 80 ans. On peut la pousser en bonne santé, c'est de l'avoir à 80 ans en bonne santé ou d'aller jusqu'à 90, jusqu'à 100 ans. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on augmente l'espérance de vie, d'accord? En tant que tel, les gens vivent plus longtemps, mais pas nécessairement mieux, d'accord? La partie où on vit atteint à rester relativement longue. C'est une dizaine d'années. On estime que les 10 dernières années de la vie, vous ne les vivez pas comme les précédentes. L'idée, c'est d'augmenter le nombre d'années pendant lesquelles vous pouvez vivre pleinement, d'accord, sans avoir d'infirmité. Alors après, il y a la longévité. Alors aujourd'hui, il y a quand même une barrière génétique chez l'homme qui semble être autour de 120 ans. D'accord. Alors, certains grands groupes américains... C'était l'âne de Jeanne Calment, hein, je crois. Voilà, c'est Jeanne Calment, il y en a 2-3, d'accord. Et puis maintenant, alors, c'est vrai qu'il y a des animaux, par exemple, les requins du Groenland, qui vivent 450 ans. Donc, il y a effectivement des grands animaux, même des mammifères. Il y a des baleines qui vivent à plus de 250 ans. Donc, si vous voulez...
Alors, il y a un aspect génétique, c'est pas ce qui nous intéresse. Ça, on laisse ça aux tycoons de la Silicon Valley. Mais par contre, pour nous, d'augmenter le nombre d'années où vous vivez en bonne santé, c'est bon pour l'individu, mais c'est aussi bon pour la société parce que les coûts de la santé pourraient être mieux contrôlés. Le L'Oréal, le géant français de la cosmétique, a participé à la levée de fonds en début d'année. Comment est-ce qu'ils sont arrivés dans cette aventure? Mais vous savez, parce qu'un des premiers tissus dont vous observez le vieillissement, c'est la peau. Et là, il y a une molécule qu'on trouve d'à peu près dans toutes les crèmes qui s'appelle la rétinola, d'accord, mais qui est une commodité et qui a des effets relativement mineurs. Et puis, nous, on avait fait quelques essais, d'accord, au sein de Timeline, et puis ils sont venus, ils sont intéressés. Et cette molécule qu'on a, effectivement, l'urolitine, a un effet aussi sur l'aspect cosmétique. Puis en même temps, vous pouvez combiner l'aspect cosmétique, c'est-à-dire des crèmes, avec l'aspect supplément. Et puis, comme vous avez de la propriété intellectuelle, et puis en plus de ça, le rétinola est photosensible. C'est-à-dire que un tiers des gens peuvent pas que lorsqu'ils vont au soleil, il y a une sorte de rougeur qui se met, alors que notre molécule ne l'a pas. Donc forcément, ça intéresse des grandes compagnies comme des L'Oréal. C'est pour ça qu'ils ont décidé Comment est-ce qu'ils vous ont trouvé d'investir. Vous avez téléchargé ou... Non, mais ils sont venus spontanément. Mais vous savez que vous faites de la science, puis vous publiez dans de bons journaux, les gens viennent chez vous. Et un jour, Timeline, ce sera coté en bourse, ce sera vendu? Écoutez, il y a certainement une possibilité. On a les revenus augmentent de façon très rapide, d'accord. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vendu qu'aux États-Unis, que au travers d'un site web et sur Amazon. Donc, ça montre que vous pouvez monter très rapidement. C'est un nouveau monde qui est en train Donner de se l'ordre de créer. grandeur du chiffre d'affaires? Ouais, ça devrait être, c'est dans plusieurs dizaines de millions à l'heure actuelle. Donc, l'idée, c'est d'arriver rapidement à plus de 100 millions. En travaillant depuis la Suisse, une fois, vous disiez que l'ADN suisse, c'est de faire des choses petites, complexes et fiables. Est-ce que c'est un atout d'être en Suisse et de travailler depuis la Suisse? Si vous faites ce genre de choses-là, oui. Moi, je pense qu'il y a... D'abord, la Suisse a une qualité de recherche extraordinaire, d'accord, proportionnellement, d'accord. Elle a, mais si vous regardez dans les classements des universités, sur les 12, il y en a 6 qui sont dans les 100 meilleurs. Proportionnellement, c'est avec un Suisse sur deux étudie dans une des 100 meilleures universités du monde. C'est inouï. C'est une chance extraordinaire. Moi, qui suis sorti de la basse ville, j'ai de la chance, si vous voulez, de pouvoir le faire. Aux États-Unis, vous n'êtes pas bien né, vous n'avez pas beaucoup de moyens, il est peu probable que vous arriviez au MIT ou à Harvard. Donc, je pense que ça, c'est un élément fondamental. La qualité de notre éducation, mais tout le système de pointe, mais aussi l'apprentissage et autres. Donc, je pense que ça, c'est... Puis après, on est sur des créneaux qui sont la santé avec la pharma, la nutrition avec les Nestlé, la machine-outil. Je veux dire, alors maintenant, il ne faut pas s'endormir, d'accord, mais disons, la base est là. La base est là. La science est, je pense, unanimement reconnue, mais il y a des phases de développement qui sont compliquées. On parle de la vallée de la mort pour les entreprises, où trouver des fonds pour lancer une start-up, ça se fait facilement, mais quand on doit se développer, passer une phase peut-être comme celle de Timeline en ce moment, d'accélération plutôt industrielle, là, on manque de capitaux. Et d'ailleurs, c'est intéressant que ce soit un groupe français qui ait largement contribué à la levée de fonds et pas forcément des caisses de pension ici ou des venture capital suisses. Oui, dans le cas particulier, on a le privilège du choix, hein, en général. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que je pense que j'ai commencé les PFL, c'était très difficile quand je suis rentré aux États-Unis d'avoir même ces fonds de démarrage. Aujourd'hui, ces fonds de démarrage sont quand même beaucoup plus présents. Après, c'est ces fonds de croissance, effectivement, qui manquent. C'est le numéro 1, d'accord, qui nous empêche de faire... Donc, on ne veut pas être seulement du R&D, de la recherche et du développement, mais on veut être effectivement commercial, d'accord, et de pouvoir faire croître ces compagnies. C'est pas tellement la Suisse, c'est déjà l'Europe qui est plus frileuse. L'Américain, il peut mettre 100 à 200 millions, il prendra le risque. L'Européen, il est plus frileux. Donc, je pense que l'élément aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver avec ces fonds de croissance. On a quand même fait beaucoup de progrès. On a une bonne base de recherche. La culture a changé. Si je prends l'exemple de l'EPFL, si vous voulez, quand moi j'ai commencé la présidence, c'était 2-3 millions d'investissements de venture cap à l'EPFL. Cette année, on est à 850 millions sur le campus. Donc, c'est une croissance extraordinaire. Alors, maintenant, sur ces 850, c'est intéressant, il y a quand même pas mal de fonds, de levée de fonds de 50 à 100 millions, ce qu'on ne voyait absolument pas il y a 20 ans. Donc, la trajectoire est la bonne. Et beaucoup souscrits par des Américains. Beaucoup sur. Et puis le vrai problème qui subsiste, c'est la sortie. Si vous voulez, aujourd'hui, vous devez quasi sortir. Bon, si vous êtes racheté, c'est pas la même chose. Vous pouvez être racheté par des grands groupes européens, mais si vous voulez aller sur la bourse, si vous êtes dans la technologie, c'est ou bien le Nasdaq ou le New York Stock Exchange. Sortir sur des bourses suisses, c'est beaucoup moins, ou européennes, c'est beaucoup moins intéressant. Il n'y a pas la masse critique, il n'y a pas la liquidité. Donc ça, c'est de nouveau pas un seul problème suisse, mais c'est un problème européen. Vous disiez qu'il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers.
Quelle est la condition cadre la plus importante à préserver en ce moment? Est-ce que c'est l'accès au réseau de recherche européen? Est-ce que c'est autre chose? Et d'abord, c'est la mobilité des gens. Il ne faut pas oublier que si on a fait une EPFL qui est une des meilleures universités maintenant technologiques mondiales, c'est parce qu'on a la capacité d'attirer des cerveaux. La Suisse romande en tant que telle, soyons généraux, 1,5 million, on n'aurait pas les cerveaux dont on a besoin. Donc, si vous voulez, la libre circulation, c'est le numéro 1, il ne faut jamais oublier. D'accord. Aujourd'hui, si 70% des profs à l'EPFL sont étrangers et qu'on a changé la langue d'enseignement du français à l'anglais, c'est ce qui nous a permis de monter, d'attirer les meilleurs cerveaux. Puis après, le subventionnement, tel que les fonds européens, tout ça est important. Donc, je crois qu'on ne peut pas se séparer de l'Europe. Il faut juste être réaliste. On s'en sort bien, mais c'est parce qu'on vit dans un bassin, d'accord. Avec l'Europe, c'est quand même notre bassin naturel. Pourtant, on voit bien une défiance qui grandit au sein de la population suisse et qui n'est pas forcément toute passée par l'EPFL ou dans ces grandes écoles ou les TH à Zurich. Comment les convaincre que ça reste dans l'intérêt de tout le monde de rester ouvert? Mais c'est ça, et c'est là que l'innovation devient centrale, parce que si vous créez des startups qu'elles croient, qu'elles donnent de l'emploi, qu'elles créent de l'emploi et qu'elles créent de l'emploi localement ou régionalement, c'est comme ça. C'est-à-dire que les gens vont voir qu'au fond, c'est pas juste pour devenir les meilleurs au monde, mais c'est parce qu'on crée, d'accord, on assure le futur et le futur économique et par là même le bien-être de la population, d'accord, qui vit dans la région. On le fait pas assez, on le communique pas assez. C'est toujours difficile, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'opportunisme, d'accord. Voilà, on vit dans une période où le populisme et les réseaux sociaux facilitent pas la chose. Les faits deviennent difficiles à faire passer. Donc, mais je crois que c'est aussi notre devoir de continuer à montrer, d'accord, et d'essayer d'expliquer. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre ça comme c'est aussi notre devoir, non seulement faire de la recherche, mais d'expliquer ce qu'on fait. Et je pense que l'effort d'explication, on peut toujours se plaindre, mais c'est aussi à nous de le faire. Merci Patrick Ebicher. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup Frédéric. Merci Ludovic. Avant de libérer notre invité, dans le cadre de nos recherches, on va vous passer au crible de nos questions les plus importantes. C'est le questionnaire de Proust. L'impatience. C'est la devise de ma mère. Life is too short to get too upset. C'est-à-dire, la vie est trop courte pour être trop fâché. Alors, c'est le Don Giovanni de Mozart. C'est une sculpture de Pomodoro. Et puis, c'est un Nicolas de Stel. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.